Bonsoir la VOD. Alors, ce soir, on va essayer de construire et de finir le conteneur Portal de GoHarbor en se servant du rôle Ansible Nginx qu'on a conçu en début de semaine. Voilà, programme de ce soir. Donc, on va se servir du rôle Ansible Nginx et on va utiliser une nouvelle façon de construire, de coder le playbook. Jusqu'à présent, on utilisait le paramètre delegate to pour accéder à l'environnement du conteneur. Maintenant, on va le déclarer dans l'inventaire. Et y accéder à partir de l'inventaire. Donc vous allez voir quelle est la différence. Voilà. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait cette fonction-là, ce paramètre, delegate2, pour dire à Ansible que la tâche qu'il a là, au lieu de l'exécuter localement, il l'exécute dans le conteneur. Bon, maintenant, ce qu'on va faire... Le problème de cette méthode, c'est qu'il y avait des tâches qui répondaient mal à cette méthode, qui n'étaient pas conçues pour supporter cette méthode. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va changer la façon de faire. On va intégrer le conteneur dans un inventaire. Et on va charger l'inventaire et dire à Ansible, tu pointes les tâches vers cet inventaire. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, notre playbook, on va le découper en 3 sous-playbooks qui sont un GoHarbor Prepare, qui lui aura pour tâche de créer le conteneur et de faire son provisioning obligatoire, c'est-à-dire l'environnement Python, et dans ce cas-là en plus rsync. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ce conteneur, on passe au deuxième sous-playbook qui lui le chargera depuis l'inventaire et fera les méthodes qu'on veut. Et le troisième sous-playbook sera là pour conclure et donc commit le conteneur en une belle image. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change du point de vue des premières étapes? Ça ne change pas grand-chose jusqu'au rôle. Et là, au rôle, on va déclarer notre deuxième playbook. Donc, name, GoHarbor, install. Mettre les 2 points quand même pour respecter la syntaxe. Voilà. Lui, sa connexion, elle sera pas locale. Et les hosts, ça sera copain test conteneur. Copain test conteneur, container name. Voilà. Ça, c'est pour l'install. Puis, il y a les tâches. Et enfin, le troisième playbook, c'est pour les tâches de conclusion, donc qui enlève de l'environnement l'environnement Python si nécessaire. Et dans notre cas, rsync aussi. Name. GoHarbor
conclude. Et ça va reprendre la syntaxe initiale avec les delegates. Voilà. Donc voilà notre nouveau fichier Playbook qui utilise donc maintenant un inventaire avec le conteneur chargé dans l'inventaire. Alors, pour ça, il faut maintenant construire l'inventaire lui-même, le fichier d'inventaire. Et donc pour construire le fichier d'inventaire, on va créer... Bonjour Niliam, ça va? Nginx, ouais, enfin là, c'est le conteneur portal qui contient Nginx, oui. Et donc là, on va créer l'inventaire inventory.yml. Donc Nginx, on l'avait conçu pour l'intégrer dans ce conteneur. C'est le conteneur qui contient l'interface web de GoArbor. Et GoArbor, c'est un outil qui fait registre de conteneurs, en fait. C'est un concurrent de Docker Hub, si on veut. Donc voilà, on le met dans l'inventaire. Par contre, on va le déclarer avec sa variable qui permet de différencier les différents builds. Donc on va le déclarer comme ça. Voilà. Donc ouais, oui, l'image contenant l'Nginx que j'avais configuré lundi, oui. Lundi, mardi, voilà. Et cette image, elle contient aussi du paquet de code HTML, JS et CSS qui font donc l'interface portal. Donc, cette nouvelle façon de faire permettra, comme ça, je l'espère, de pouvoir faire fonctionner correctement l'étape Synchronize, qui est située ici, et qui va permettre de monter le code HTML dans l'image. Donc du coup, ces delegate to, ils servent plus à rien là. Dans le sous-playbook du milieu, ils servent plus à rien. Donc ça réduit un peu le script, ce qui est toujours pas mal. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon là. Du coup, on va relancer la construction des scripts. Alors, d'abord, on va compiler nos binaires Go, donc les binaires de GoArbor. Oui, sélectionne une ligne et CTRL D, ouais. Mais là, je pense que c'est bon. On garde les delegate to ici, mais dans ce sous-playbook là qui commence à GoArbor install, là on le garde pas. Et on le réutilise ici pour le sous-playbook qui conclut. C'est ça l'idée. Donc j'ai marqué ça. Maintenant, on va le déclarer dans l'inventaire et accéder à partir de l'inventaire. L'inventaire sera divisé en 3 parties. La première construit le conteneur de base et le provisionne avec l'environnement PHP nécessaire à Ansible. Pas PHP, Python, pardon. Nécessaire à Ansible.
Je vais faire comme ça. Meilleure présentation. Je vais faire comme ça. Voilà. La deuxième partie, elle provisionne. Provisionne le conteneur en se servant de la déclaration du conteneur dans l'inventaire. Donc plus besoin de delegate to dans cette partie, plus besoin de delegate to. Voilà. Et la troisième partie, conclut le conteneur, c'est-à-dire il lui ajoute ses déclarations de conteneurisation, donc c'est-à-dire les syntaxes CMD, volume, tout ça. Conteneurisation. Ah, conteneurisation, il n'aime pas. Conteneurisation. Allez, on va prendre comme ça. Donc CMD. Ah, il aime pas le backslash là. Que fait l'utilisateur www.data de Nginx? Mais lui, il fait le user du conteneur. C'est-à-dire que, par exemple, dans la déclaration de conteneurisation, on va mettre user, tout en majuscule, et www.data. Il ajoute ces déclarations. Et donc, c'est lui qui fait tourner le conteneur. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Command. User, justement. Etc. Voilà. Et donc d'avoir conçu le rôle en cible Nginx pour pouvoir faire tourner Nginx sans super user. Non, on n'a pas besoin de root, justement. J'ai changé de ça. C'était le rôle du rôle en cible, justement. Le rôle en cible Nginx, il tourne sans root. Je vais voir ça. Parce qu'on l'a configuré pour qu'il puisse tourner uniquement en www.data. Par défaut, le conteneur a root, mais nous, non. Nos conteneurs, ils tournent pas avec root. Parce qu'en prod, c'est une énorme faille de sécurité de faire tourner des conteneurs avec root. Tu vois, c'est pour ça qu'on a fait notre rôle en cible Nginx, parce qu'il n'est pas standard. Parce que notre rôle en cible Nginx, il permet de faire tourner Nginx sans root. Et comme nous, on veut que tous nos conteneurs de prod... Oui, ils tournent avec www.data, ouais. Voilà. C'est ça. En fait, je vais te montrer, on va revenir sur le rôle en cible Nginx. Donc, on va ouvrir molécule aussi. Nginx, j'ai dû, pour le faire tourner en wdata, créer tous les répertoires. Donc tu vois, root mode, il est vide. Donc la façon classique, elle est vide. Donc nous, on le fait tourner en user mode. Et donc j'ai dû recréer tous les dossiers standards. Pour lancer juste un service, il faut root ou donner un user des droits de root. Mais dans un conteneur,
Non, dans un conteneur, le service, c'est le conteneur lui-même. Le processus au sein du conteneur, c'est pas un service. Le processus au sein du conteneur, c'est un processus, justement. Et donc, si tu veux une logique systemd en service qui démarre depuis l'host, c'est le conteneur qui fait le service. Mais il existe maintenant des façons de faire pour démarrer des conteneurs sans avoir besoin de route non plus. Avec Podman, par exemple. Avec Docker, on a besoin de route, mais avec Podman, on n'a pas besoin de route. Voilà. Et donc, de faire tout tourner rootless, ça augmente la sécurité. Donc, je vais te montrer à quoi ressemble le conteneur de test. Donc, le conteneur de test, tu vois, il tourne avec www.data. Et l'entry point, c'est Nginx. La configuration, on appelle la configuration de base. Et daemon off. Voilà. Et donc là, tu vois, cet Nginx, il tourne sans route. Et les tests passent du truc. Hein. Ça, justement, ça fait passer les tests. Ça vérifie que Nginx tourne. Donc Portal semble se construire. Donc pour un conteneur, c'est possible, avec un serveur, non. Alors, avec un serveur basé sur systemd, non. Enfin, si on peut y arriver, on pourrait y arriver, mais en traficotant le systemd. Disons que c'est pas prévu de base. On pourrait y arriver, hein, mais il faudrait traficoter le systemd. Il faudrait traficoter le fichier d'init que Nginx donne à systemd. Alors, on a un permission denied sur la synchronisation ici. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est cette étape-là. Home user binaries.user. Donc on va mettre user Nginx pour pas confondre. Nginx service pour systemd. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Systemd, c'est le système classique, en fait, que tu as sur Debian, Ubuntu, etc. C'est le truc Nginx service. Systemctl, start et tout ça. Ça s'appelle systemd. Alors... Permission denied, donc sur Home, GoHarbor, SRV. Pourquoi? Je lui donne les gros droits owner, user, binaries, groupe. Alors je vais plutôt faire user Nginx dans ce cas-là pour qu'on ne confonde pas trop. Même si les deux, user binaries et user Nginx sont équivalents dans notre cas, pour juste ce playbook, on va quand même mettre user Nginx pour la readability, la lecturabilité, lisibilité, ouais, lisibilité du script. Alors... Donc on a un permission denied sur Home, GoHarbor, SRV. Bon déjà, on va commencer très simple. On va ouvrir au maximum et voir ce que ça donne. Et puis après, on va réduire. Là, mais ça en prod, hein, bien sûr. Hein. Jamais 7777 en prod. Hein. Alors, user Nginx is undefined. Oui, c'est normal qu'il soit undefined. C'est user binaries ici. Voilà. Donc ils ont tous foiré, c'est pas grave, on va relancer. Donc, build core, build job service, build registry STL, build init et build portal.
Mais tu sais, tous les systèmes que Système D veut en route, pour l'instant, j'en ai pas trouvé, à l'exception d'un, qui est libvirt, mais j'en ai pas trouvé qu'on puisse ne pas faire tourner rootless. J'ai construit un conteneur SSH, Open SSH Server, rootless, et j'ai construit donc un Ansible Nginx rootless. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé de service qui puisse pas tourner sans root. Ils sont obligés de tourner avec root, j'en ai pas trouvé. À part libvirt, mais libvirt c'est un cas particulier. libvirt c'est le gestionnaire de machines virtuelles, de VM, de VPS. Et les machines virtuelles demandent tellement de droits sur le noyau que c'est un peu compliqué de faire tourner libvirt sans route. Donc tu fais quoi dans la vie, Niliam? Alors désolé si je te l'ai déjà demandé, hein, j'ai peut-être oublié. Tu me l'as peut-être déjà dit. Et dev. Pur dev. Mais tu me l'avais déjà dit, je crois, non? Web, ok. Et donc, toi, tu installes Nginx par système D. Tu t'entraînes un peu en DevOps. Bah écoute, voilà, t'es sur la bonne chaîne pour ça. Bienvenue. Alors, j'ai pour l'instant pas commencé à faire de grands cours magistraux. Ça me tente pas trop encore, on verra si je m'y mets. Mais de temps en temps, je parle de 2-3 notions au détour d'un bout de code, par des exemples, des notions de DevOps. Et si tu veux des beaux diagrammes, il y a notre Insta. Alors, le lien est juste au-dessus. Où tu as plein de notions. Voilà. Alors. Your was container params isn't defined. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Deuxième erreur. Ah, on va voir si les autres passent. Ouais. Effectivement, je ne lui ai pas déclaré de conteneur param au portal. Donc je vais lui en déclarer un vide. Pour qu'il soit content. Dans portal. Hop. Donc quand on ouvre au maximum le répertoire, il est content, il synchronise. Par contre, question sécurité, c'est nul. Hein. Donc on va essayer de réduire quand même l'accès au répertoire. Alors, je vais tout relancer au cas où ma modification aurait tout pété. Puis après, on va essayer de réduire les permissions sur ce répertoire.
Ah, les temps de construction. Hop. Or, ça a l'air de passer. Job service aussi. Registry, c'était elle aussi. Init aussi. Bon, pour l'instant, tout a l'air de se passer correctement. Nickel. Jusqu'ici, tout va bien. Et tu mets quoi derrière ton Nginx en général? Tu dev en PHP, en Python, en JS, en Java? Java, tu mettrais plutôt Tomcat devant, je pense. Hein. Quelques images perdues. Bon, c'est bon. Bon, donc le corps, il est construit. Job service, c'est construit. Registry CTL, c'est bon. Init aussi. Ah. Alors, Docker commit n'est pas content. Pourquoi? Sur Portal. Docker commit requires at least one and at most two arguments. Ok, oui, c'est mon truc vide. Il aime vraiment pas. Hein. Alors, comment je vais pouvoir traficoter pour qu'il soit content? Mhm. Parce qu'il veut absolument, par exemple, un... Je peux lui faire un tiret C vide. Est-ce que ça marcherait, ça? On va voir. C'est pas très beau, hein, mais bon. Si ça marche. Là, c'est pas extrêmement important. Est-ce que dans les commandes de Docker commit, on peut par exemple mettre des commentaires? On pourrait mettre un commentaire. Build notes, donc ça... C'est ça. Ah, on peut mettre des infos de l'auteur. Ok. Mhm. On va lui mettre une build note. Vous allez voir. This is the Copent Flavor Portal. Arbor image. Et ici, on va mettre un beau conteneur name pour qu'on ait une build note qui corresponde un peu au conteneur. Voilà. Et on va relancer. This portal.
Bon, on va voir si ça passe. Et si ça passe, après, il va falloir réduire les permissions sur le conteneur. Qui est... Il faut que je trouve la commande synchronize. Voilà. Donc ces permissions-là. Parce que ça, c'est pas possible. C'est beaucoup trop ouvert, ça. Je vais regarder la doc pour synchronize. Voir ce qu'il me propose. Question permission. Je vois. En fait, ouais. Le problème, c'est que... Donc, Synchronize, c'est à utiliser AirSync pour synchroniser un répertoire local et le mettre dans le répertoire distant. Question gestion des droits, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, quand on AirSync, on prend les permissions du répertoire local qu'on reporte dans le répertoire distant. Si on fait un push, hein, si on fait de l'ensemble push. Et donc là, effectivement, dès que je vais commencer à enfermer, je pense que ici, dès que je vais mettre 0 ici, eh bien, ça va gueuler. Parce que le répertoire local, c'est pas www-data. Donc, il y a une façon de magouiller le truc, c'est de dire, ok, ce répertoire-là, tu me l'ouvres au maximum juste avant cette étape, et tu me le refermes juste après. Et pour conserver l'idempotence, on va dire, tu ignores que cette étape bouge. Ensuite, la synchro, normalement, elle est idempotente si le contenu des fichiers n'a pas changé. Et l'étape qui va refermer, tu vas ignorer qu'elle bouge aussi. On pourra faire comme ça. Déjà, je vais vérifier mon hypothèse et voir si, en supprimant les droits sur Others, ça va tout bousiller. C'est possible. Je pense que ça va tout bousiller normalement. Donc on va voir ça. Allez.
Mais c'est passé? Ah, donc mon hypothèse est pas bonne. C'est intéressant. Et c'est plutôt bien. D'accord. Ou alors, il a récupéré un vieil artefact. Donc, je vais recommencer en nettoyant entièrement l'environnement et vérifier. C'est possible que ça soit un faux négatif. Parce que si ça marche, et donc mon hypothèse est fausse, c'est super, parce que là, je peux réduire, et j'ai pas à chercher des circonvolutions dans tous les sens pour pouvoir faire mon AirSync. Donc on va voir. Déjà, je vais cleaner entièrement l'environnement, au cas où il aurait récupéré un vieil artefact et il me donne un faux négatif parce qu'il construit sur vieil artefact au lieu de construire sur ce que je lui demande. Et on va relancer. Alors, déjà, on va extraire les parties qui nous intéressent dans le projet Go Arbor. Donc en gros, on va compiler les binaires Go et on va récupérer le stock d'HTML, CSS et JS du front-end. Alors, là aussi, sur le script de compilation, j'ai des choses à dire et il y a des choses que je modifierai. Go Arbor, dans leur projet, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils veulent absolument construire leur propre conteneur et nous imposer leur conteneur. Enfin, absolument. Non, c'est-à-dire qu'ils font un script, un makefile, où ils construisent leur propre conteneur, etc. Prétendument pour faciliter pour les gens qui veulent pas la fouler et qui veulent prendre les conteneurs tout faits, installer sur leur infra et basta. Le problème, c'est que leurs conteneurs sont pas immutables, qu'ils ont des problèmes de fonctionnalité et d'architecture. Et donc, de toute façon, moi, comme mon projet va au-delà de Go Arbor et que je veux standardiser mes conteneurisations, je ne vais pas prendre leurs conteneurs. Je ne vais pas prendre des conteneurs qui sont conçus différemment des miens et essayer de les faire rentrer dans la même infra que les miens. C'est un coût pour avoir une divergence énorme au fur du temps, et après, pour la maintenance, je ne vous dis pas. Donc, c'est compliqué de compiler leur binaire sans passer par leur conteneur. Et donc, pour l'instant, je suis obligé de passer en partie par leur conteneur et sortir de leur conteneur les binaires que je veux pour pouvoir les utiliser dans les miens. C'est pas propre. On peut faire mieux. Et faire mieux, ça veut dire qu'en gros... bon, là, la compilation, c'est du Go, à part le paquet de code de fichiers HTML, CSS et JS du front-end. Tout le reste, c'est du Go. L'idée, ça serait qu'on compile directement le Go en utilisant un gestionnaire Go installé dans le conteneur de compilation. On ne fasse pas appel à des conteneurs externes au sein du conteneur de compilation pour pouvoir compiler le Go. Non, on va réduire les couches de programmation de compilation
on va utiliser, l'idée, ça serait d'utiliser un conteneur Go déjà fait et de compiler au sein de ce conteneur. Donc, il y a encore un peu de boulot de ce côté-là. C'est pas prioritaire, donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça, parce que ce qui nous intéresse au bout du bout, c'est les binaires et ils sont là. Mais dans une deuxième étape, on va faire en sorte d'éliminer tous ces conteneurs qui servent à rien et de garder l'essence même du makefile, qui est donc les flags de compilation pour compiler correctement les binaires. C'est pas pour tout de suite. Donc, voilà, cet aparté, cette divagation m'a permis donc de parler et d'occuper le temps de compilation. Voilà. C'est un stream professionnel. Allez, on reconstruit. Alors, au passage, j'ai trouvé plus de musique à insérer dans la playlist et je vais les mettre petit à petit dans la playlist. Parce qu'effectivement, la playlist, elle fait 45 minutes. Ça fait 3 mois qu'elle tourne. Tout le monde en a ras-le-bol, j'en ai bien conscience. Je vais rajouter des morceaux. Oh là, Toby, tiens, justement, je parlais de la playlist qui te sortait par les yeux maintenant. Bonne news, oui. J'ai pour une demi-heure de musique supplémentaire en attente, là, que je vais intégrer. Alors, il y aura un peu de pop-rock, il y aura... ça sera tout du chill, hein. Il n'y a rien d'énervé, mais... voilà. Elle te sort pas par les yeux, au contraire. Oui, mais bon, c'est un peu répétitif, quoi. Voilà, la boucle est trop courte. Ouais. Mon objectif, c'est 3 heures de boucle. Comme ça fait un stream complet sans qu'il y ait de boucle. Et on recommence le lendemain, etc. Alors pourquoi je mets du temps à faire mes playlists et tout? Parce que je choisis mes morceaux donc en fonction de l'aspect chill et tout ça, et aussi en fonction de la licence, forcément. Et les licences que je choisis, c'est Creative Commons 3 et 4, avec seulement attribution. Pas du share alike, pas des trucs comme ça, juste attribution. Et donc ça limite un peu le scope. Pourquoi pas les autres? Parce que les autres génèrent des conflits de droits potentiels qui, pour résoudre, après, sont compliqués. Hein. Et j'ai pas envie de me battre avec YouTube, avec Twitch, avec les autres. Ça. Bon, on attend que ça défile. Ben écoute, quoi de neuf? Là, on est sur Go Arbor. Donc Go Arbor, c'est la dernière pièce de conteneur du projet Forge Logiciel. Donc je vais remettre le schéma pour référence. Hop. Donc, pour référence... Il est où le schéma? Il est là. Donc, ce qu'on fait là, c'est ça. Go Arbor conteneurisé. Une fois que ça sera fait, l'étape d'après, c'est faire les collections en cible qui vont permettre de déployer ces conteneurs sur plusieurs serveurs pour assurer la redondance, la réplication, etc. Une fois que les collections en cible seront faites,
Donc en gros, il y aura une collection aussi pour Gitty, une pour Concours, une pour HashiCorp Vault, une pour GoArbor, pardon, une pour Gemstash, et Renovate se greffera après sur Gitty, etc. Renovate, ça fera partie de la collection de Gitty. Une fois que ces collections cibles seront faites, il y aura une collection de collections, c'est-à-dire une collection cible qui aura pour dépendance les collections que je viens de citer, qui sera donc l'ensemble de la forge logicielle. Et cette collection de collections aura pour nécessité de faire en sorte que les bouts parlent entre eux, quoi. Que les bouts soient configurés pour s'intégrer les uns et les autres. Après ça, il restera des bouts de code qui restent pour que ça s'intègre encore mieux. Donc là, il y aura une partie dev, vraisemblablement du Go. Alors, j'y connais rien du tout en Go, donc je vais découvrir, je vais me former et tout ça. Et une fois que ces bouts de code seront faits, on aura la forge logicielle qui sera finie. Et donc après, on l'installera sur notre infra, on fera les migrations, et à partir de là, on verra quelle licence on met pour pouvoir publier tout ou partie du code. Voilà. Voilà le programme. Et donc là, on en est à la containerisation de GoArbor. Hop. Eh bien, c'est passé avec le Others à 0. Maintenant, on va essayer avec le groupe à 0. Et voir si ça gueule encore. J'ai une petite idée. Le user binaries spécifique à celui-là, c'est user nginx. Donc là, il faut les faire se rejoindre, les deux. Voilà. Donc lui, il le définit ici, mais normalement, il est override ici. Tu veux publier sous licence, c'est possible ça? C'est pour le code que tu veux produire ou l'ensemble des livrables? Eh bien, c'est une bonne question, et je n'ai pas toutes les réponses de biche. Donc je ne pourrai pas te répondre correctement là. Va falloir attendre un peu. Parce qu'en plus, il y a du changement dans la façon de faire les licences open source. Je ne sais pas si tu as vu le cas Redis, Elastic et MongoDB, qui ont changé leur licence en majeure partie pour contrer l'espèce de concurrence déloyale faite par Amazon. Donc ça bouge du point de vue des licences open source. Et donc on va attendre de voir comment ça se passe pour établir notre propre licence. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on aura le droit de publier, d'utiliser, etc. Faut que tu regardes les évolutions des licences de Redis, Elastic et MongoDB. Ils ont déclaré ça hier ou avant-hier. Tous les trois s'y sont mis. Ils ont fait des licences qui, en gros, stipulent que tu es obligé de contractualiser avec eux un contrat commercial quand tu veux fournir leurs services sur ton infrastructure à la vente. C'est-à-dire, en gros, si tu veux faire du... J'ai pas vu pour Redis, ça m'intéresse. Bah, en gros, les spécialistes que j'ai lus pour le moment disent que dans 99% des cas, ça t'impacte pas. Mais il y a un cas où ça t'impacte, c'est si tu fais du SaaS ou du PaaS avec Redis, Elastic ou MongoDB. Là, tu es obligé de contracter une licence commerciale avec les boîtes correspondantes.
Et donc, on attend de voir comment ça va se passer parce que du coup, ça fait sortir leur modèle de licence du modèle de licence standard open source. Et donc, on va voir comment ça réagit. Alors, là, c'est passé aussi, ce qui est cool. Donc, ça semble bon. Allez, je vais le reconstruire une dernière fois pour le fun. Je vais tout reconstruire. On va reprendre de zéro, on va tout reconstruire. Pour le fun, parce que c'est amusant. Et on va ensuite passer à Docker Compose. Alors attends, je vais essayer de te trouver les liens. Donc Redis. Attends, on va le chercher en direct. Redis, MongoDB, Elastic, licence, actualité. Ah, ces éditeurs open source qui entrent en résistance. Ah, 2019, donc c'est pas le truc. Voilà. Elastic change son modèle de licence. Ah là, c'est surtout Elastic. Mais j'ai vu que... J'ai pas vu... J'ai vu que les autres l'avaient fait aussi. Bon. Peut-être qu'ils n'ont pas encore... Ils n'ont pas encore fait de publication et que c'est des insiders qui l'ont déclaré sur mes réseaux. Mais en tout cas, pour Elastic, c'est bon. Ah si, c'est bon. After license tweaks at MongoDB on release, aiming to stop. Bon, je vais t'envoyer ça. Hein. Je vous envoie ça dans le chat. Voilà. De rien. Mais je comprends parfaitement pourquoi ils font ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui me travaille aussi. C'est le fait que le problème de l'open source, le gros problème de l'open source, c'est qu'il y a plein de gens qui l'utilisent sans jamais contribuer et sans jamais donner un rond pour soutenir le système. Et donc, effectivement, il y a plein de projets, même parfois cruciaux, comme par exemple OpenSSL, qui vivent avec trois bouts de ficelle et 2 rondelles de saucisson. Et donc, c'est un peu frustrant, quoi. Et c'est compliqué. Et ça peut poser des problèmes, parce qu'OpenSSL, c'est quand même un projet qui, si jamais il y a un moindre bug un peu malsain, peut générer des milliards et des milliards de pertes sur la planète. Que l'équipe qui maintienne OpenSSL soit composée de 3 pèlerins de tondu. C'est la tendance Red Hat. Passe CentOS 8 en Red Hat gratuit en dessous de 16 machines. Ouais. Ouais. C'est le modèle de Chef aussi. Chef, eux, ils font publication du code source en licence open source, publication des binaires en licence commerciale. Chef, c'est ceux qui sont derrière InSpec. Ça, c'est ce que j'utilise, mais j'utilise une recompilation qui s'appelle CNC Auditor. Ils sont derrière... ils sont derrière un tas de trucs. Attendez. Chef, InSpec. Alors, on va aller par... Hop, Chef. Voilà. Workstation, Automate, Desktop, Habitat. Habitat qui est assez connu. Les autres, je les connais moins, mais Habitat, je le connais un peu. Donc eux, voilà, leur modèle, c'est code source, open source, binaire, donc compilé, licence commerciale. Ce qui n'est pas con non plus, parce qu'effectivement, le principe de l'open source, c'est qu'on puisse auditer le code. Auditer un binaire, j'ai encore jamais trop vu. Hein. Donc, comme on perd le principe de l'open source au sein d'un binaire, on peut avoir une licence qui ne soit pas corrélée à l'open source. Quoi.
Allez, on va construire nos conteneurs. Et la VOD, la suite au prochain épisode. Alors, nos conteneurs vont se construire et maintenant, on va faire Docker Compose, mais vous allez le voir dans l'épisode suivant. À tout de suite!